On garde le contact. Réagissez en direct lundi. L'argent peut-il résoudre le problème du développement de l'Afrique? Mardi. L'aide au développement a-t-elle un revers? Mercredi. Artiste africain dans l'humanitaire, quel résultat? On garde le contact à Speechline 22 40 12 54. On garde le contact. Merci d'être avec nous. Bonne semaine, madame, messieurs. Nous sommes ici, on garde le contact et salut à toutes les capitales africaines connectées sur ce magazine. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'épineuse question de l'argent. Voilà, tout le monde s'accorde à dire qu'en Afrique, il n'y a pas de moyens. L'Afrique n'est pas du tout développée. L'Afrique subit une fuite de cerveau parce que tout simplement, le continent n'est pas développé. Alors aujourd'hui, avec nos invités, on va s'intéresser à la question du développement de l'Afrique et singulièrement essayer de savoir si l'argent peut résoudre le problème du développement de l'Afrique. Ils seront avec nous Stéphane Nadeau, motivateur et coach de vie. Merci d'être là, Stéphane. Merci à vous. Seydina Chérif Ahmed, le président de l'ICN, l'Institut des civilisations noires, il est avec nous également. Bonjour Seydina. Bonjour Kanté. Voilà. Et aussi Patrick Ndiakan qui sera avec nous tout de suite pour nous faire découvrir un pays et aussi relayer vos réactions sur notre page officielle www.facebook/ On garde le contact et aussi le 22 40 12 54 sera ouvert dans la seconde moitié de l'émission. En tout cas, chacun aura sa part des réactions aujourd'hui parce que les intellectuels sont divisés sur la question. Certains sont au milieu, trouvent que oui et non. Certains trouvent que non, pas du tout parce que 1000 ans d'aide, on est au même stade de développement. D'autres trouvent que l'argent peut permettre l'émancipation des citoyens. Mais avant cela, on va s'intéresser à une destination aujourd'hui comme tous les lundis, bien entendu. Il est avec nous, Patrick, bonjour. Bonjour Mohamed, bonjour téléspectateurs. Voilà, bienvenue. La destination choisie, c'est le Bénin. Aujourd'hui, donc, est-ce que c'est fortuit? C'est pas fortuit parce que je suis tombé amoureux du Bénin grâce à une consoeur, Stéphanie Motio. Voilà. Toute cette semaine, elle nous a fait rêver du Bénin. Ouais. Elle nous a fait apprécier le Bénin, mais elle nous a fait apprécier une dégustation béninoise. Le Dokui Kouinou, c'est pas Dokounou. Non, Dokui Kouinou. Ici on dit Dokounou. Dokounou, elle donne le nom original. Bah, original. Nous, on abrège à ça en Dokounou. Elle ne veut pas entendre parler. Voilà, elle ne veut pas entendre parler. Mais en tout cas, nous, le plus important, on a la bonne version et je pense que c'est profitable pour nous. D'accord. Avant d'aller au Bénin, on va s'intéresser à cet artiste béninois qui réside désormais en Côte d'Ivoire. Il se nomme Léandro. Il vous chante quelque chose pour encenser le Seigneur. C'est intéressant et c'est chanté en langue locale. Ma vangbe toye mangbe ma u khosema nye matin vangbe toye lagbe ma u khose o aola khola me to hone hijro na waka jeje o sakemulu ma u kenu ma segbe o menjro na banya de na gbone mu gbokwe ma kitelo. Bienvenue au Bénin, la généralité avec Patrick Ndiakan. Patrick, on va commencer donc par les frontières, localiser le Bénin en Afrique d'abord. Bien sûr, oui. Voilà. Situation géographique, il faut dire que le Bénin est en état de l'Afrique occidentale, limité au nord par le Burkina Faso et bien sûr le Niger. Il y a aussi au sud, par l'océan Atlantique, à l'est, vous avez le Togo et à l'ouest, vous avez le Burkina Faso. Et pour parler bien sûr du Bénin, il faut dire que la superficie est de 114 763 km² avec une capitale bien connue de la Côte d'Ivoire, c'est bien sûr Porto Novo, la capitale économique, c'est Cotonou, voilà une ville qui est bien sûr appréciée par tous les Ivoiriens. Nous avons ensuite une monnaie qui est exacte comme notre monnaie, notre cher monnaie, le franc CFA. Et la fête nationale est fixée pour le 1er août, avant le 7 août, Mohamed. D'accord. Et concernant les villes du Bénin, qu'est-ce qu'on peut dire précisément? Est-ce que le Bénin subit la même influence que les pays africains concernant les villes? Est-ce que les villes attirent autant de monde comme les autres pays? Vous avez trouvé juste, Mohamed, exactement, c'est le même problème que nous avons au Bénin parce que la majorité de la population sont concentrées dans deux principales villes. Nous avons la capitale, Porto Novo, et ensuite
Cotonou. Mais le plus intéressant dans cette histoire, c'est que nous avons aussi d'autres villes qui participent à l'équilibre de ce pays et la population essaie de remplir plus ou moins ces autres villes importantes. Mais vous savez, dans ce genre de pays, c'est que la capitale et la capitale économique que nous retenons, c'est bien sûr Porto Novo et Cotonou. D'accord. Et alors, on va s'intéresser à la population béninoise. Oui. Est-ce qu'elle est une population épanouie? Est-ce qu'elle est une population qui est portée vers l'exode? Je veux dire, sortie du pays, pas l'exode, vers l'immigration par exemple. Oui, l'immigration, pas tellement. C'est un peu la particularité de ce pays. Les Béninois ne sortent pas beaucoup. La preuve, quand on parle de diaspora africaine, rares sont les fois où nous trouvons véritablement une forte communauté béninoise, à part d'autres pays de l'Afrique, comme par exemple la Côte d'Ivoire, où nous retrouvons une bonne majorité de Béninois. Voici un peu la particularité de ce pays. Là, on les voit sur les fameux immigrants. Ça, c'est les moyens de transport en commun là-bas, les motos, taxis. Et alors, les activités de la population, il s'agit de l'agriculture comme les autres pays africains. Oui, l'agriculture. Mais avant d'arriver aux activités, j'aimerais d'abord vous rappeler la principale ville par rapport à la population qui se retrouve là-bas. Nous avons une ville qu'on appelle Cotonou avec 800 000 habitants. Ensuite, en deuxième position, vient la ville de Porto Novo avec 210 000 habitants. Voici encore d'autres villes que vous ne connaissez pas. Vous avez la ville de Paracou qui compte exactement 175 000 habitants. En troisième position vient la ville de Abomey qui compte 80 000 habitants. Et une autre ville bien connue de quelques Ivoiriens qui sont déjà rendus au Bénin, c'est la ville de Ouida qui compte 80 000 habitants. Vous avez parlé d'activité. Activité, l'agriculture représente 37,1% du PIB. C'est important parce que c'est grâce à ces activités, sinon c'est grâce à l'agriculture qu'il y a une certaine stabilité côté économie et ce qui fait que il y a quelques efforts à fournir par rapport à d'autres choses. Mais le plus important, c'est de dire que nous avons le riz, le sorgho, le maïs. Toutes ces cultures permettent à ce pays de se maintenir pour pouvoir nourrir la population locale. Par rapport aux cultures d'exportation, nous avons le coton qui permet de rapporter 13,5% aux recettes nationales et c'est quand même un effort considérable. Éducation au Bénin, on voit quelques élèves qui sont en kaki, c'est la même chose qu'en Côte d'Ivoire. Oui, c'est la même chose qu'en Côte d'Ivoire. Et voici Mohamed, j'ai retenu une chose qui est assez paradoxale au Bénin. Pourquoi? Vous avez une population avec 40% seulement d'hommes qui savent lire et écrire et seulement que 15% de femmes. Pourtant, l'État béninois mise énormément dans l'éducation parce que le Bénin compte 8000 diplômés. Malgré ça, il y a ceux qui savent lire et qui n'atteignent même pas la moitié. Bon, je pense que des efforts seront encore à fournir à ce niveau et surtout que la population est concentrée quasiment dans la capitale, sinon dans les villes principales du pays. Et malgré ça, il y a encore beaucoup d'efforts à fournir pour permettre à cette population de mieux s'instruire. Vous êtes sur RTI2, la seconde chaîne de la radio-diffusion et télévision ivoirienne. L'autre regard sur la cité, en direct sur On Garde le Contact. Patrick Ndiakan nous fait découvrir le Bénin. On s'achemine allègrement vers la case culture. Oui. Dans la culture, on va mettre en même temps la littérature, la musique, etc. etc. Oui. Voici les noms que vous avez connus. Récemment, vous avez rendu un hommage à ce dernier, Gégé Viké. C'est un grand artiste béninois qui a marqué toute l'Afrique et surtout la Côte d'Ivoire en particulier. Une autre, Angélique Kidjo. Angélique Kidjo a aussi marqué le monde entier parce que ses musiques ont été vraiment utilisées un peu partout dans les films américains à succès. Voici encore un autre grand chanteur qui a sorti un style, en tout cas bien apprécié, qu'on appelle le Tchikoumé. Le Tchikoumé est un rythme béninois utilisé beaucoup dans les festivités et même aussi dans les funérailles parce qu'il y a beaucoup de calebasses, beaucoup d'instruments qui sortent de l'Afrique et surtout du Bénin qui permettent de valoriser ce magnifique pays. Nous avons encore un autre style qu'on appelle le Tchoukoun. Voilà, le Tchoukoun. Toujours dans la musique. Voilà, toujours dans la musique. Le Tchoukoun System. C'est un style qui a permis aux Béninois de s'exporter. Pourquoi? Parce qu'on a pu apporter des instruments modernes dans ce style musical. Et voici, c'est ce qui a donné aussi le succès à des artistes comme Gégé Viké, malheureusement, qui nous a quittés récemment. On a une image qui nous rappelle le vaudou. Vous nous direz quelque chose par rapport au vaudou, on va laisser ça. Heureusement que je suis avec des doyens, je pourrais m'accrocher au cas où j'ai peur. Voilà. Et en même temps, Mohamed, permettez-moi de terminer avec les ethnies, parce qu'on va ensuite un peu les ethnies. Le fon est la principale langue parlée au Bénin. Le fon. Mais la particularité de ce pays, c'est que le dandi, est une langue du Nord, avec seulement 2,5% de la population. Mais ce qui est étonnant dans cette langue, c'est que c'est la langue la plus parlée dans le Nord.
je dis attention, tellement de paradoxes dans ce pays, mais en tout cas qui régorge beaucoup de charme, ce pays qu'on appelle le Bénin. Encore salutations à la belle Stéphanie Mocho. Voilà, elle était avec nous ici, hein, elle est de l'ORTB, l'Office de la radio-télévision béninoise. Elle a fait un séjour d'une semaine ici en Côte d'Ivoire. Et à travers elle, on salue toute la population béninoise et même les ressortissants de ce pays ici en Côte d'Ivoire. Et n'oubliez surtout pas le fil de notre émission aujourd'hui. Il s'agit d'essayer de savoir ensemble si l'argent pourrait résoudre le problème du développement de l'Afrique. Le 22 42 54 sera ouvert dans seulement quelques instants et on va refermer le chapitre de la découverte avec Madou. Madou que vous connaissez. Oui, que j'adore, Voilà, que j'apprécie. L'Ivoirienne du Bénin et la Béninoise de Côte d'Ivoire. Oui, bien sûr. Alors, finalement, c'est pire quel pays elle n'a pas dit à Voilà. Madou parce qu'elle est tellement présente en Côte d'Ivoire que voilà. Très bien. Elle nous propose quelque chose qu'elle a enregistré ici en Côte d'Ivoire, mais dont elle a tourné la vidéo en France. C'est très beau et on se revoit tout de suite. Olúwani ká fẹ́ra bí òun ti ṣe fẹ́ràn wa òun ni máa tọ́ wá sí gbogbo ọ̀nà tó tọ́ Olúwa fọ̀nà hàn wá Olúwa fọ̀nà hàn wá òun ni máa tọ́ wá sí ọ̀nà títọ́. Mi dọ́pẹ́ glúná mi dọ́pẹ́. Mindope, gluno awanu. Mindope, gluno mindope. Mindope, gluno awanu. Pedo to, pe abido te konwe. Jale nu vituele ni mwa bon pere. Mindope, gluno mindope. Mindope, gluno awanu. La semaine commence très bien sur RTI2. Madame, Monsieur, le Bénin était dans notre lucarne. Généralité, le pays n'est pas aussi vaste, hein, plus de 114 000 km² et aussi plus de 9 millions d'habitants. Patrick vous a donné les généralités et aussi des détails concernant les activités, concernant la population. Et l'on salue en tout cas tous ceux qui nous appellent généralement du Bénin parce que lorsque les sujets touchent à l'Afrique, les Béninois sont tout de suite réactifs. Et aujourd'hui, donc, on parlera de l'argent, de l'Afrique et du développement. Est-ce que notre développement peut être atteint si on injecte de l'argent dans nos différents secteurs d'activité? 22 42 54, ça sera pour tout de suite, mais avant, on transite par cette virgule-là qui nous permettra de nous installer avec Seydina Chérif Ahmed, le président de l'ICN, l'Institut des civilisations noires ici en Côte d'Ivoire. Et en face de lui, nous avons Stéphane Nadeau qui est motivateur et coach de vie. À tout de suite. Le face-à-face va certainement commencer tout de suite. Les journalistes aiment écrire, rectifier, réécrire. Si vous plaignez de moi, ça veut dire que vous plaignez du Seigneur qui m'a amené. Lewis Parker qui est à la fois animateur et certainement en ligne avec nous. Claire, bonjour. Les gens sont sur Mars et Jupiter, ils ne savent même pas quel est le nom de leur grand. On peut même dire ici en Côte d'Ivoire, même on ne révèle pas tout. L'État brut, il a essayé parce que... On pas quelque chose aussi, on a traversé 10 ans où c'était chaud. On garde le contact. Réagissez en direct lundi. L'argent peut-il résoudre le problème du développement de l'Afrique? Mardi. L'aide au développement a-t-elle un revers? Mercredi. Artiste africain dans l'humanitaire, quel résultat? On garde le contact à Speechline 22 40 12 54. On garde le contact. C'est les trocs. C'est les trocs que les gens font. Ça, argent, autant il n'y avait pas d'argent, mais c'est les trocs. Ça sera la même chose ici. Si les Africains eux-mêmes s'attendent, même les mentalités, les idées, ensemble, ils peuvent faire développer l'Afrique. Sans argent, on ne peut rien. Donc, je trouve que l'argent, c'est très important.
c'est l'argent que les gens prennent pour acheter nous conscience, pour nous mettre toujours en retard. Donc pour moi, c'est l'entente d'abord entre nous les Africains. Si on peut se réunir, s'attendre, avoir une seule bouche, on peut avoir le développement de l'Afrique. Bien sûr, l'argent contribue au développement d'un pays parce que sans l'argent, nous ne pouvons pas créer d'autres structures. Un cadre d'un village, vous pouvez lui donner l'argent des millions pour développer son village. Mais ce mec-là, s'il est peut-être si ce sont des femmes qu'il aime, bon, vous voyez, il va prendre tout l'argent pour entretenir ces femmes-là. Si c'est un inconscient, un monsieur qui n'a pas un esprit vraiment chose, il va prendre tout son temps à mettre dans ces jeunes filles-là ou bien l'alcool, bon, vous voyez, et puis oublier même le développement de son village. Or, on lui a remis l'argent pour ça. Donc pour moi, c'est l'éducation, une prise de conscience de l'éducation. L'argent est un instrument de développement en général. Parce que sans argent, nous ne pouvons pas faire nos champs, nous ne pouvons pas payer même les semences. Sans argent, nous ne pouvons pas construire les maisons parce que nous n'avons pas de matières premières. Même pour avoir les matières premières, il nous faut de l'argent. Sans argent, nous ne pouvons pas avoir les hôpitaux, nous ne pouvons pas avoir les écoles. Donc l'argent contribue de façon essentielle au développement de la vie et de l'Afrique. Voilà. On garde le contact. Première réaction sur la toile. Je sais qu'ils sont 1000 et quelques connectés en même temps, donc on fera l'effort de donner le maximum de réactions. Ousmane Belem qui dit la question l'étonne parce que l'argent peut résoudre le problème de développement de n'importe qui, même si la personne ne veut pas du tout. Alors, l'émission est réalisée par Fatou Koulibaly. On va commencer par Seydina, Chérif. Vous avez toute une autre approche de cette question-là. Vous trouvez que le problème de l'Afrique n'est pas forcément le manque d'argent, mais plutôt l'incapacité de créer des théories africaines de développement. Bien sûr. Comme je l'ai dit, même si les Africains ont des milliards sous la main, tant qu'ils ne sont pas capables de créer des théories de développement propres à l'Afrique même, l'Afrique ne pourra jamais se développer. Théorie de développement. Théorie de développement, que ce soit théorie de développement sur le plan scolaire, sur le plan économique, sur le plan même institutionnel, parce que si nos théories, si nos institutions ne sont pas des institutions créées par les Africains, propres à l'Afrique, propres à nos réalités, on ne pourra jamais se développer. D'accord. Tout de suite, on va rentrer dans le détail avec vous. Il se nomme Stéphane Nadeau, il est motivateur et coach de vie. Votre opinion sur la question, vous penchez d'un côté ou de l'autre côté? Où est-ce que vous êtes au milieu? J'ai pour coutume de pratiquer la pensée nuancée. Et donc, mon truc à moi, c'est très souvent de réconcilier les uns les autres parce que j'estime que chacun a sa part de vérité. Ce que je veux juste relever là, par rapport à ce qui a été dit, je souriais tout à l'heure parce que c'est sûr que si on posait la question aux uns aux autres, qu'est-ce qui a surtout intéressé les gens dans la formulation du thème, ils auraient dit le thème argent. Parce que le thème argent est sur les lèvres de tout le monde. Et le président Oufoué disait en son temps, tout le monde coûte moins cher, tout le monde a un prix, pardon, tout le monde a un prix, mais le pauvre coûte moins cher. Ça veut dire que la question ne se pose pas. Avec l'argent, il est possible et il est indispensable même d'en avoir pour pouvoir développer sa nation. C'est parce que justement les gens n'ont pas d'argent, qu'ils n'ont pas de considération. C'est parce qu'ils n'en ont pas qu'ils sont floués par des nations qui, avec les moyens qu'elles ont, essaient d'injecter dans nos pays, dans nos races, tout ce qu'il y a de difficultés et de problématiques. D'accord. Alors, Seydina, vous allez plus loin. Vous dites que l'inexploitation des ressources africaines par le capital humain local aussi est un problème. Et à ça, vous ajoutez qu'on a une formation inadéquate de certaines élites qui finissent par être hors sujet car ils ne maîtrisent pas les réalités africaines. Bien sûr, parce que l'Afrique est pleine de diplômés. L'Afrique est pleine de diplômés. On a plein de diplômés de la Sorbonne, des États-Unis et autres qui sont très loin des réalités de l'Afrique. Donc, quand ces gens-là viennent ici, généralement, on leur donne des postes, on leur donne les moyens, mais ils ne savent pas réellement comment utiliser cet argent, comment utiliser même leur intelligence par rapport aux besoins, aux réalités qui sont là, parce qu'ils ont été formés ailleurs. Moi, je suis pour la formation des intellectuels africains en Afrique. Parce qu'aucune formation ne peut se faire en dehors des réalités que nous vivons. Le problème, c'est que l'Afrique a reçu beaucoup d'argent. Depuis les indépendances, l'Afrique a reçu des milliards et des milliards. Mais pourquoi jusqu'au jour d'aujourd'hui, on est encore dans la précarité? C'est parce que l'utilisation de cet argent,
l'utilisation du capital humain est inadéquate par rapport aux réalités africaines. Et vous trouvez que l'argent engendre d'autres choses en lieu et Bien place sûr, du développement? Voilà, bien sûr. Par exemple, c'est l'argent qui a engendré la corruption, c'est l'argent qui engendre les coups d'État, c'est l'argent qui engendre les chefs d'État qui ne veulent jamais quitter le pouvoir. Mais ça, ce sont les conséquences de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Et pourtant, je pense que l'argent devrait être servi à faire d'autres choses. Moi, je vais peut-être rejoindre un peu Nado. L'Afrique a besoin d'argent si, c'est-à-dire que l'argent peut développer l'Afrique si l'argent est utilisé, par exemple, pour promouvoir les valeurs culturelles, les valeurs traditionnelles africaines. D'accord. Monsieur Mohamed nous suit de Londres. Mohamed, il est au 22 42 54. Bonjour Mohamed. Allô? Bonjour. Bonjour monsieur Mohamed Kanté. Merci d'être avec nous. Vous êtes à Londres. Oui. Bon, on vous écoute alors, Mohamed. Votre opinion sur la question. Vous croyez que le problème du développement de l'Afrique, c'est l'argent qui peut résoudre le problème? Ok, pour moi, l'argent peut résoudre le problème, mais pas seulement l'argent. Parce que je suppose que le développement, c'est un ensemble de points. Donc, l'argent peut contribuer, mais je pense que pour que l'argent puisse bien contribuer, il va falloir que peut-être, lorsque cet argent est en place, il faudrait que cet argent soit bien utilisé et que cet argent soit utilisé en ayant une vision. Donc, moi, je pense qu'il nous faut la vision, la bonne gouvernance de ces fonds et ces fonds eux-mêmes pour pouvoir nous amener un peu vers le développement. Stéphane a une question pour vous. Non, c'est Stéphane une remarque. Stéphane voudrait vous parler, oui. C'est une remarque, ça va de soi que l'argent est utilisé pour servir un but. Et donc, il faut avoir une vision tout à fait claire qui permettrait aux nations de se déployer, de se développer. Mais il est tout à fait aussi indiqué que l'un des problèmes qui se posent, c'est le fonctionnement de l'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend bien compte, pour aller dans le sens de Seydina, que le système que nous avons éducationnel date de l'époque agraire. Donc, les gens vont à l'école et ils n'ont pas su déjà dès le bas âge comment utiliser l'argent. Et quand ils finissent les études, ils se posent des problèmes de fonctionnement de l'argent. Donc, il faudrait revoir sur le plan éducationnel les formations pour que les gens puissent connaître ce qu'on appelle l'ABC des problèmes financiers. Ça veut dire qu'il est d'accord avec vous. Alors, vous dites que cet argent doit être bien utilisé. C'est ce que vous dites, hein? Oui. Voilà, avoir une vision. Vous entendez quoi par avoir une vision? Parce que l'aide existe, comme il a dit, Seydina, depuis belle lurette. Mais c'est généralement même ceux qu'on aide qui sont à la traîne jusqu'à aujourd'hui. Exactement. Donc, moi, ma vision générale, quand on parle de l'Afrique, on parle de la maison, on parle du pays, ça revient à la même chose. Lorsqu'un père de famille, par exemple, il travaille, il reçoit une paye, par exemple, de l'argent. Ce père de famille a le rôle de pouvoir émanciper sa famille en mettant sa famille dans des conditions qu'il faut. Mais si ce père de famille, par exemple, qui reçoit, disons, 100 000 francs par mois et décide, par exemple, d'aller louer une maison de 60 000, vous comprenez que les autres facteurs qui contribuent à l'épanouissement de sa famille seront en danger. D'accord. Donc c'est dans ce sens que je parle de vision et de bonne gouvernance de ces fonds. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Bien de choses à ceux qui nous suivent depuis Londres. Hein? Cette émission est la vôtre. Merci beaucoup. Patrick, sur la toile, www.facebook/ on garde les contacts. Oui, une très bonne réaction de Mohamed Sissoko qui nous dit « L'argent peut y contribuer dans la mesure où l'argent mal utilisé nous éloigne toujours du progrès. » Donc, en un mot, écoutez bien, argent plus vision plus bonne utilisation égale progrès. Voici encore une autre réaction de Eric Laurent Beyounou qui nous dit oui, car tout pour l'évolution, il faut des efforts, mais surtout des moyens sans précédent. Et il est important de dire que le véritable problème de l'Afrique, c'est l'argent, et ce qui fait que les pays occidentaux et les pays développés ont tendance à dominer toujours notre continent, raison pour laquelle il faut mettre un peu plus d'efforts financiers et toujours des efforts intellectuels. Voilà, 22 42 54 et aussi www.facebook/ on garde les contacts pour vos réactions. Seydina voudrait ajouter quelque chose. Je voulais dire quoi? Je voulais dire qu'il faut que l'argent ne soit pas accumulé, conservé dans les mains de l'État. Il faut que l'argent soit à la disposition des entrepreneurs. Il faut que l'argent soit à la disposition des organismes
qui participent au développement. Il faut que l'argent ne soit pas vraiment entre les mains de Il y a des organismes aussi, il y a des ONG aussi, hein, oui, qui n'ont pas toujours été des exemples de bonne gestion. Hein. Oui, mais je ne parle pas des... Bon, quand je dis les organismes, je parle de l'état des structures. L'état des structures qui font de très bons boulots, mais qui n'ont pas les moyens. Je pense que si l'argent est à leur disposition, ils pourront participer au développement du continent. Je ne parle pas des ONG satellites par-ci, par-là. Non, je ne parle pas de ça. D'accord. On va aller du côté de Bingerville. Eliane est avec nous. Eliane, bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et vous partagez l'opinion de ceux qui disent que oui, que l'argent peut résoudre le problème ou ceux qui disent que non, l'argent ne pourrait pas du tout tout résoudre. Votre position? Ma position, c'est que l'argent ne pourrait pas tout résoudre. Il faudrait que nous ayons d'abord une culture de travail, qu'on s'entende, pouvoir vraiment utiliser l'argent qu'on a. Ça fait combien de temps que l'Afrique est assistée? Il y a des prêts, il y a des prêts, il y a des prêts. On reçoit. Et au finish, on doit, mais on ne sait pas où l'argent est parti. Je pense qu'on devrait d'abord mettre en œuvre une culture de travail. Qu'on se mette en tête qu'on doit travailler. Vous croyez que les Africains ne travaillent pas assez? Je pense qu'on est un peu... on se focalise beaucoup sur les films qu'on voit. Sur les films? Le côté où les gens baignent dans le luxe. Et quand on a un fonds, on pense automatiquement à baigner dans le luxe. On ne pense pas comment les gens ont bâti leur fortune. Mais calquer sa vie sur un film, c'est surréaliste. Un film, ça dure 13, 26 minutes, 52 minutes, 90 minutes. Et calquer une vie sur un film... Je vous assure que c'est 13 minutes, c'est 22 minutes, c'est 53 minutes qu'on bassine tout le temps à la télévision, matin, midi et soir. Ça laisse des traces. D'accord. Donc vous dites alors bâtir une culture. L'argent. Il faut qu'on ait d'autres cultures, la culture du travail. D'accord. Et la culture de la paix. Et avec ça, l'argent peut nous aider. Parce que si on ne s'entend pas, si on ne se met pas au travail, quels que soient les milliards qu'on donnera, ça sera un peu compliqué. Merci beaucoup. Excellente journée. On sera ensemble demain pour un autre versant du sujet. Stéphane voudrait... Moi, je voudrais réagir sur un point qu'on n'a pas eu encore l'opportunité de développer concernant le point de l'argent. Vous savez, l'argent, en fait, n'est ni bon ni mauvais. L'argent est neutre. Mettez de l'argent dans les mains de Ben Laden, c'est toutes les États-Unis du monde, enfin les États-Unis qui tremblent. Mettez de l'argent dans les mains de Mère Teresa, c'est des vies qui vont sourire. Ça veut dire que l'argent étant neutre, c'est celui qui possède l'argent, qui va, de par sa nature, influencer l'orientation de l'argent. Donc, ça va de soi que l'argent peut développer nos pays africains. Et la question qui se pose et qui est fondamentale, c'est une question d'intelligence financière. Parce que l'argent, c'est un courant. L'argent vient d'un terme anglais, currency, qui veut dire courant. Un courant, ça s'attire par 4 leviers, les habitudes, les attitudes, les croyances et les actions. Si les Africains ont de bonnes attitudes, de bonnes habitudes, de bonnes croyances et de bonnes actions, ils attireront davantage l'argent. Peu importe que on ne sera pas forcément obligé de tendre la main aux pays européens pour avoir des aides qui souvent sont des aides flouées, orientées vers des domaines qui ne permettent forcément pas le développement de l'Afrique. Donc le plus important pour moi, c'est de maîtriser le fonctionnement de l'argent, ce qui va permettre aux Africains eux-mêmes de pouvoir en attirer, de créer un cadre épanouissant pour D'accord. Ousmane disait tout à l'heure sur notre page officielle que l'argent pouvait tout résoudre, même si on ne voulait pas. Quand même, il y a des conditions. Vous qui dites que l'argent ne peut pas tout faire ou que l'argent est un problème, à quelles conditions alors cet argent pourrait servir? Bien, pour moi, puisqu'on parle de développement de l'Afrique, l'argent pourrait servir si on utilise l'argent pour adapter notre système scolaire à notre histoire, à notre culture et à nos réalités. Cela aussi peut permettre à utiliser cet argent à participer à la transformation locale de nos matières premières ici, parce qu'il faut que nos matières premières soient transformées ici, ce qui va engendrer la création d'entreprises locales. C'est dans ces conditions-là que l'argent peut être utile à l'Afrique. Donc pas l'argent destiné à la consommation directe. Non, pas l'argent. Comme l'aide alimentaire. Non, il faut, parce que normalement l'aide alimentaire. Normalement, l'Afrique n'a même pas besoin d'aide alimentaire. L'Afrique n'a pas besoin d'assistance et d'autosuffisance par-ci par-là. L'Afrique n'en a pas besoin. Vous le dites, hein? L'Afrique n'a pas besoin parce que quoi? L'Afrique a toutes les potentialités, tous les moyens pour pouvoir se nourrir elle-même. Seulement, quand vous voyez qu'on veut entretenir des gens, on veut peut-être faire des gens des esclaves, on veut faire des gens des nécessités, on les empêche de travailler, on les empêche de prendre conscience de certaines de leurs valeurs,
et on les met dans certaines situations de précarité et puis ils tendent toujours la main. Sinon, avant que le riz que nous mangeons, le riz était une culture africaine. Le riz n'est pas asiatique, le riz n'est pas chinois. Le riz était cultivé à Guinée depuis le 10e siècle, le 8e siècle. Aujourd'hui, vous voyez qu'on importe le riz ici. Pourquoi? Parce qu'on nous a empêché de développer ici le riz. D'accord. On arrive. On nous a empêché, vous dites non. Oui, on nous a empêché. On nous a empêché parce que la colonisation a favorisé, comment on appelle ça, la culture d'exportation par rapport à la culture, comment on appelle ça, qu'on peut consommer sur place ici. D'accord. On y va. En République démocratique du Congo, retrouvez M. Kwaku. Kwaku, bienvenue sur On garde le contact. Merci, monsieur. Merci bonjour, beaucoup. monsieur. Oui, bonjour. Oui, j'aimerais participer et donner un peu mon point de vue. Oui, on vous écoute, Kwaku. Allô? On vous écoute, Kwaku, vous êtes en direct. Oui. Le monsieur qui était en train de parler tout de suite a brossé une partie du problème de l'Afrique. Mais aujourd'hui, moi je dis que le problème de l'Afrique, ce n'est pas l'argent, mais premièrement, c'est la mentalité. Et deuxièmement, parce qu'aujourd'hui, quel que soit l'homme que vous avez en face, vous lui donnez des milliards. S'il a peur d'investir, il ne va pas utiliser cet argent à bon escient. Ça, c'est un. De deux, nous-mêmes Africains, regardez un peu en Côte d'Ivoire, les usines qui sont en Côte d'Ivoire. Combien sont ces usines qui appartiennent aux Ivoiriens? Est-ce que les Ivoiriens n'ont pas les moyens nécessaires pour ces usines-là? Il faut forcément que ce soit la population. Alors que nous avons fait les mêmes études. Quand on dit A en Côte d'Ivoire, c'est le même A que vous retrouvez au pôle Nord. C'est pour dire qu'aujourd'hui, nous avons tout avec nous en Afrique, mais l'Africain a peur de s'investir. Est-ce que c'est sa faute s'il a peur d'investir? Kwaku, est-ce que cette peur d'investir n'est pas due au contexte social aussi, les soubresauts, les remous sociaux? Est-ce que c'est la faute à l'Africain, cette peur d'investir aussi? Bon, écoutez, peut-être que vous n'avez jamais connu ce problème, mais aujourd'hui, vous avez un projet, si vous avez un projet, vous approchez un aîné, il va vous dire tout de suite, est-ce que ça va marcher? Mais c'est normal qu'il se pose la question. D'accord. Non, c'est pas non, je dis c'est pas normal. Parce que le petit blanc, dès qu'il présente son projet, on dit bon, vas-y. Vous voyez la différence? Aujourd'hui, par exemple, vous avez un champ de mangue. Dès que vous dites, je veux faire un champ d'ananas, on vous dit, mais c'est pour faire quoi? C'est pour aboutir à quoi? Pourtant, nous avons nos frères blancs qui viennent, ils font ces champs d'ananas, ils nous emploient. Mais nous n'avons pas l'idée de faire ces champs-là. D'accord. Pourquoi? En résumé, c'est une question. En résumé, travailler je sur la. vous dis que c'est. Et encore un dernier exemple. Le jeune Africain qui travaille, qui est payé à 300 000 ou à 200 000 francs par mois, il a peur, quand il a une économie d'1 million, il a peur même d'enlever 200 000, 300 000 pour juste investir, pour voir si ça va marcher ou pas. Il préfère garder ça à la banque pour dire que non, je suis millionnaire, j'ai 1 million à la banque. Mais ton million à la banque ne te fait pas avancer. Dès qu'il y a un problème à la famille, tu perds tous ces millions. En tout cas, l'argent qui ne travaille pas, c'est pas de l'argent. Oui, c'est pas de l'argent. Donc, l'Africain doit dominer d'abord, premièrement, sa peur, et deux, dire qu'il n'est pas un sous-homme et qu'il a la même capacité que ces Européens qui viennent investir chez nous et qui se font l'argent. Parce que nous, notre première réaction, quand on a l'argent, c'est de partir en Europe. Faire quoi? Jouer le second rôle. Les Blancs, qui ont l'argent, ils viennent en Afrique pour faire quoi? Jouer le premier rôle. Pourquoi ne pas rester avec notre argent en Afrique ici et jouer même le premier rôle? Bien dit. Ça, c'est toutes ces questions qu'il faut qu'on se pose pour savoir que l'Afrique a des ressources, a des hommes capables, mais ils ont peur de prendre les devants. D'accord, donc il faut tuer cette peur-là. Merci beaucoup. Kwaku, vous êtes dans quel secteur d'activité en RDC? Je suis responsable technique d'une société de la place ici.
En tout cas, merci beaucoup. Merci et excellente journée à vous. Nous allons directement au Bénin. Tout à l'heure, on va être sur la toile avec Patrick Ndiakan au Bénin et retrouver M. Barthème. Barthème nous appelle du Bénin, le Bénin qui a été traité tout de suite par Patrick Ndiakan. Barthème, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Barthème. Oui, bonjour. Voilà, on vous écoute. Votre opinion par rapport au sujet du jour. Est-ce que vous croyez que l'argent peut résoudre le problème du développement de l'Afrique? Vous savez, vous êtes en direct, hein, monsieur? D'accord. Il est parti. Je pense qu'il y a quelques erreurs dans l'autographe du nom. Patrick sur la toile. Oui, de très bonnes réactions en tout cas. Hein. Oui, Gaël nous dit pour ma part, ce n'est pas l'argent en premier lieu. C'est d'abord l'homme qui est lui-même créateur de richesse. L'argent ne peut pas créer le développement s'il y a des forces vives de ressources humaines compétentes. Cela passe par l'éducation du dirigeant, mais aussi de la masse, c'est-à-dire les dirigés. Un peuple éduqué est un allié de taille sur le chemin du développement. L'argent est là, mais très mal utilisé, ou plutôt utilisé à des fins personnelles, comme le disait tout à l'heure M. Seydino. Voici une deuxième réaction intéressante de la part de Mablé dit Boroba. Le problème de l'Afrique, c'est la mentalité. Si elle espère avoir un développement durable, elle doit prendre l'exemple des pays développés. Même si on pouvait avoir la magie de changer les choses, telles que les Africains se déportent en Europe et les Européens se déportent en Afrique, je vous dis que dans un siècle, on viendra en aventure en Afrique. Et j'ajoute que je suis un Africain fier de le dire. Merci beaucoup. Sanogo, Congo, Brazzaville. Après la République démocratique du Congo, nous sommes au Congo, Brazza. Il est avec nous. Sanogo, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Monsieur Sanogo, on a deux tendances, hein, mais là, un fort taux de pourcentage penche pour faire travailler les Africains, faire changer les habitudes et aussi faire un nettoyage côté mentalité. Vous, votre opinion sur la question, est-ce qu'il faut beaucoup d'argent pour qu'on ait beaucoup d'usines, beaucoup d'immeubles, beaucoup de structures de santé, etc., etc. Il nous faut beaucoup d'argent? Bon, je pense qu'il faut effectivement beaucoup d'argent et souvent pas forcément beaucoup. Donc, j'essaie de rejoindre un peu Nado qui avait parlé tout à l'heure d'orientation. Stéphane Nado. Effectivement, oui. L'argent, il est neutre. Voilà. Donc, l'orientation, pour que l'argent puisse amener le développement, il faut d'abord voir la mentalité des gens. À partir du moment où il y a des gens en Afrique qui ont une certaine somme, comme on le disait tout à l'heure, qui est stockée quelque part, qui ne vise pas à investir dans un projet pour pouvoir développer, aider un peu, c'est difficile. Bon, alors que pour que le développement aille, il faut que les mentalités changent et puis il faut qu'il y ait une orientation. L'argent doit être orienté dans des secteurs où on doit sentir un développement. Parce qu'aujourd'hui, l'autre a dit tout à l'heure au téléphone que regardez le blanc, l'autre côté, il quitte quand il vient ici, il vient jouer les premiers plans. Effectivement, et l'Africain qui a un maximum d'argent ici, lui, quitte pour aller en Europe pour aller jouer le second rôle. Bon, vous voyez un peu, quand on retourne un peu en arrière pour voir, regarder les grands champions peut-être en sport, c'est des enfants d'immigrés qui sont quittés là, qui n'ont pas eu de moyens peut-être, on les a amenés de l'autre côté et avec un peu de moyens, ils se sont développés, ils ont atteint un niveau qui est un peu incomparable. Voilà, donc je pense que l'argent pour le développement en Afrique, c'est bon, mais il faut une orientation. Il faut amener les gens à prendre l'argent, investir pour qu'on puisse avoir le développement. Sinon, on a des cadres qui ont une quantité d'argent qui est stocké dans des banques qui sont là. Ils savent le développement, mais ils ne le font pas. Et comment le développement peut venir? Peut-être toujours en arrière. D'accord, merci beaucoup. Vous voyez un peu. Merci Sanogo, merci en tout cas, bien noté et bien de choses à ceux qui nous suivent depuis le Congo, Brazzaville. Youssouf Koulibaly, il est sur notre page Facebook, il dit ceci, tout développement est basé sur l'argent, seule la mentalité peut faire la différence. Alors, tout de suite, on va s'intéresser à ce qu'il faut réellement à l'Afrique. Hein. Ce qu'il faut réellement à l'Afrique avec Seydouna Chérif Ahmed, vous qui êtes le président fondateur de l'Institut des civilisations noires. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut à l'Afrique en lieu et place de l'argent, sinon à côté de l'argent? Bien. En plus de l'argent. Bon, peut-être en plus de l'argent, il faut que les Africains aient le courage de stopper les exportations massives de nos matières premières. 2 minutes. Nous allons à New York retrouver M. Koné. Koné, on vous met en priorité parce que vous appelez de très loin. Koné, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous. Merci.
Oui. Je suis en train de suivre l'émission. Je viens de prendre l'émission en cours. Hein? Oui. Ouais. Vraiment, je suis l'avis du monsieur qui a peut-être du Congo. En blanc? Et voilà. D'accord. Seydina Chérif Ahmed? Ouais. Non, le problème de l'Afrique. Oui. Il y a l'égoïsme. L'égoïsme. Il y a puis le manque de volonté de travailler. Le travail, manque de volonté de travailler. Lorsqu'on dit ça, moi je suis un peu étonné parce que les Africains mouillent le maillot, ils travaillent. Hein? Non. Tu sais, comment on appelle en Afrique, par exemple, quand quelqu'un a un travail, ben, il peut manquer à aller au travail peut-être 2, 3 fois, 4 fois dans le mois. Parce qu'il sait qu'à la fin du mois, il se retrouve avec le même salaire. Et non, il s'en fout. Tu vois? Et tout ça. Vous parlez des fonctionnaires, sinon le privé, c'est pas ça aussi. Même le privé, mon frère. Même le privé. S'il y a un frère qui travaille qui est DG dans une société, il prend son frère, il le met là. Il fait ce qu'il veut. Il n'y a pas, je ne sais pas comment je vais vous le dire, mais il n'y a pas une rigueur réelle qui installe ce pays. D'accord. En Afrique surtout. Donc c'est un peu discutable. Et puis l'égoïsme. Tu vois, dans une famille, quand il y a un seul riche et un pauvre, mais si tu refuses de tendre la main à tes frères, mais ça veut dire qu'il y a 10 pauvres. Et donc, si tu aides tes frères, maintenant, chaque année, il y a un qui vient peut-être au même niveau que toi, ou bien qui à peu près, qui essaie de gravir des échelons. Mais au bout de quelques temps, toute ta famille serait riche. D'accord. Un peu d'argent, au lieu d'aider ses frères, il est là, quand il y a la situation, il vient lui tendre la main, et puis il donne les petites boulettes là, et puis bon, il est là toujours en train de, commander la famille. D'accord. Comment ça peut pas marcher comme ça? D'accord, merci Koné. On a noté, en tout cas bien noté, le travail. Il faut que les Africains se mettent au travail. D'accord. Nous, on va changer un peu de cap. Hein. Qu'est-ce qu'il faut alors, Seydina? Ce qu'il faut à nos États africains pour se développer, il faut qu'ils arrêtent les exportations massives de nos matières premières et puis les importations inutiles des produits étrangers. Parce qu'on a plein de produits étrangers ici. Si on importe, c'est que c'est utile. Si on importe, si on on a continue plein de produits ici qui sont inutiles. Non. On a plein de produits ici qui viennent faire la concurrence inégale, et comment on appelle ça, ici, à nos produits locaux. Parce qu'il faut qu'on ait le courage de faire de telle sorte que nos produits d'exportation ne soient pas des exportateurs, et puis des exportateurs de nos biens, et puis des importateurs de ce qu'on doit manger. En ce moment, on ne va jamais se développer. On ne va jamais se développer. Parce que là, on va faire des dépenses inutiles. Parce qu'aujourd'hui, c'est de la ville qu'on envoie les sacs de riz au village. Hein. Bon, c'est malheureux. C'est malheureux. Hein? C'est malheureux. C'est pas bien. Parce que vous prenez, je prends un exemple très simple. Hein, le café ou bien le cacao. 1 kilo de cacao, il a acheté avec nos vieux ici à 200 francs, 300 francs, 400 francs. Mais attention à la marque tout à l'heure. Mais voilà. bon, lorsque le produit revient. Mais quand le produit revient, voilà. 500 grammes font 2500. Vous voyez que c'est dangereux. Moi, je pense que ici, si nos matières premières restent sur place, ça va permettre à notre système scolaire de réfléchir sur comment transformer ces produits. Sur comment créer d'autres branches, comment créer des facultés de transformation par rapport à nos produits qui sont là. Dans ce cas, il y aura moins d'élèves qui vont échouer dans les diplômes copiés sur le modèle européen. Il y aura des élèves qui sont, par exemple, il y aura des facultés d'études sur le café et le cacao. Le café et le cacao, ce n'est pas seulement faire du café ou bien faire du chocolat. On peut peut-être faire de l'huile avec. On peut peut-être faire plein de choses avec. Mais si on n'a pas l'école de ça ici, si on n'a pas de facultés de ça ici, ça veut dire que c'est pour ça que je parle de l'école doit être notre école. L'école doit être faite de telle sorte que notre système scolaire doit vivre dans nos réalités par rapport à nos besoins. D'accord. Sorti de l'abstrait. Sorti de ça. Il faut qu'on évite comment on appelle ça, d'exporter toutes nos matières premières. Et puis, il faut l'argent africain pour développer l'Afrique. Il faut l'argent africain. Vous dites quoi par l'argent africain? Oui, l'argent africain, ça veut dire qu'il faut que les Africains eux-mêmes aient la culture de l'investissement. Voilà, il faut des théories africaines faites par des Africains pour l'Afrique, avec l'argent de l'Afrique. C'est ce qui peut nous permettre de nous développer. D'accord. Merci beaucoup, Seydina. Tout à l'heure, on sera avec vous pour la rubrique baptisée, ce qu'on ne vous dira jamais. Et ça sera après une coupure. Stéphane Nadeau. Oui, je voudrais juste ajouter que nous sommes dans un monde d'échange. Et ça va de soi qu'il faudrait
échanger nord-sud, donc on ne peut pas forcément rester en autarcie pour pouvoir se développer. Ça va de soi qu'il faut prendre toujours de l'extérieur. Et dans cette optique-là, je vais dire simplement que vous voyez, c'est clair que quand on parle de développement d'argent, c'est aussi une invite à tous ceux qui interviennent pour baliser en fonction du thème que nous avons. Ça va de soi qu'il faudrait changer de mentalité. Ça va de soi qu'il faudrait être plus travailleur. Mais la question dit, est-ce que l'argent peut développer l'Afrique? Bien évidemment que oui. Souvent, on entend cette boutade qui dit l'argent ne fait pas le bonheur. C'est une grosse escroquerie morale. Demandez à un pauvre ou à un clochard ce qu'il pense de cette citation. Nous avons besoin de considération. Nous avons besoin d'être valorisés. Et justement, l'argent nous permettra d'être valorisés. C'est justement avec l'argent qu'on pourra construire ou créer des industries sur place pour faire ce que Seydina disait, pour pouvoir produire nous-mêmes nos propres activités. Il faut donc l'argent pour mettre sur pied cette industrie, ce nouveau système d'éducation. On ne sera pas obligé de prendre de l'argent ailleurs pour promouvoir un système particulier qui fait la part belle aux leçons européennes. D'accord. Patrick Ndiakan, dernière réaction. Chris Ismaël Zouélé donne une solution un peu plus technique, je le dirais. L'Afrique a un capital énorme sous forme de ressources naturelles qui comprennent le pétrole, l'énergie, l'hydroélectrique, les diamants et tout ça. Et voici ce qu'il explique, Mohamed. Il dit le coltan et la cassiterité sont stratégiques dans la production des téléphones cellulaires, d'ordinateurs portables et autres produits électroniques. L'industrie mondiale des téléphones portables qui débitent 25 téléphones cellulaires par seconde fourniraient une énorme source de revenus aux pays respectifs, élargissant ainsi leurs choix possibles si seulement les Africains employaient le pouvoir de la raison. Voilà. Merci beaucoup. Le débat peut continuer sur la toile. Vous postez vos réactions. Demain, Patrick sera là pour d'abord résumer ce qui s'est passé toute la nuit parce que ça chauffe. On est en rediffusion la nuit, c'est là, il y a beaucoup plus de réactions et certainement demain, vous aurez en tout cas les meilleures réactions ici sur le plateau. Demain aussi, on sera sur un autre sujet. Mais avant cela, nous vous annonçons une très bonne nouvelle. Le Titanic sera diffusé aujourd'hui sur RTI 2 à partir de 20h. Le Titanic, la première partie, ça sera fait en 2 parties. On vous propose ici un extrait de ce film culte et on se revoit après cela. Lundi 19 août à 20h, Titanic. Ce n'est pas à moi de partir. C'est ma partie du paquebot. C'est à vous de partir. Eh bien. Vous avez confiance en moi? J'ai confiance en vous. Je vole! Jack! RTI 2 vous donne le meilleur. Ne manquez sous aucun prétexte nos programmes cinéma. Le Titanic, donc, 20h en temps universel. En tout cas, soirée du rendez-vous. Il disait tout à l'heure, Titanic, 20h. Donc, demain également, il y aura d'autres programmes. Demain, en tout cas, demain, Sacrifice des femmes vous sera proposé à 18h30 et le journal à 19h. Ça sera pour demain. Mais ce soir, déjà 20h en temps universel. Le Titanic, c'est l'offensive RTI 2. Alors, ce qu'on ne vous dira jamais, c'est une rubrique qui fait ressortir certaines vérités. Seydina Chérif Ahmed nous parle aujourd'hui du contre-pied d'une affirmation. La découverte de l'Amérique. Christophe Colomb n'aurait pas été le premier à être en Amérique, donc n'aurait pas découvert l'Amérique selon vous. Bien sûr, pas selon moi, selon la réalité historique. Christophe Colomb n'a jamais découvert l'Amérique. Parce que 100 ans avant Christophe Colomb, les Africains ont déjà navigué pour aller sur les îles et puis en Amérique. Quand Christophe Colomb est arrivé en Amérique pour la première fois, des Indiens lui ont dit qu'il y avait des hommes qui étaient arrivés ici 100 ans avant lui, qui avaient la peau noire et les cheveux crépus. Et lors de son deuxième voyage aussi en Haïti... Donc des Africains selon vous. Des Africains. Selon vous. Nous sommes les seuls peuples qui ont la peau noire et les cheveux crépus. Non, mais vous dites le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. J'ai dit les premiers hommes ont été noirs, donc... Non, mais on parle de 1492. On parle de 1492. D'accord. Et en plus, quand il est arrivé encore, lors de son deuxième voyage, quand il est arrivé en Haïti, des Indiens sont venus encore lui dire qu'avant lui, il y avait des Noirs ici qui étaient arrivés, qui vivaient même sur l'île. Et cette fois-ci, ils ont envoyé même des objets africains, des lances africains qu'ils ont présentés à Christophe Colomb pour lui faire comprendre qu'avant lui, il y a des Africains qui étaient ici, des musulmans africains qui étaient là. Il y a même des historiens américains. Mais on va raconter les faits d'abord. Les faits, c'est que en 1311, Aboubakr II, qui est descendant de Souniata Keïta,
que les Européens même surnomment l'empereur explorateur, a fait un voyage vers l'Amérique pour découvrir ce qui est derrière l'eau. Parce que c'est un roi qui aimait beaucoup l'eau. C'est un roi même qui regrettait pourquoi son palais était si loin de l'eau. Donc, il aimait beaucoup l'eau. Vous parlez d'Aboubakr II. Aboubakr II qui a d'abord envoyé certains de ces éléments pour faire une première expédition, pour découvrir ce qui est derrière la mer. Mais malheureusement, il y a d'autres qui ont été engloutis par les naufrages. Ceux qui ont pu comment on appelle ça, effectuer le retour, voilà, ceux qui ont pu faire le retour sont venus lui annoncer la nouvelle. Il n'a pas apprécié. Il dit qu'il les envoyait en mission pour aller découvrir ce qui est de l'autre côté. On n'est pas venu lui dire qu'on n'a pas pu. Maintenant, lui-même a décidé, cette fois-ci, de faire construire 2000 bateaux. 2000 bateaux. 2000 bateaux avec plein de navigateurs, avec de la nourriture et autres. Et puis, à partir de la Gambie qui est vers le Sénégal, ils ont effectué le voyage. Et cette fois-ci, ils sont arrivés aux États-Unis. Voilà. Avant Christophe Colomb. D'accord. Et des historiens appuient votre... Oui. Je vais même commencer par un historien américain, par des témoignages d'historiens américains, qui dit, l'historien américain il s'appelle Léon Werner de l'Université de Howard. Dans son livre « L'Afrique et la découverte de l'Amérique 1920 », écrit que Christophe Colomb était au courant de la présence des Manigas au sein du Nouveau Monde. Il savait que des musulmans de l'Afrique de l'Ouest s'étaient répandus à travers la Caraïbe, les territoires américains du centre, y compris le Canada, et commerçaient déjà avec les Indiens. Ça, c'est un historien américain de renom qui le dit, Léon Werner. Un autre historien mexicain reprend... Un autre Mexicain reprend. La même chose, hein? La même chose. Lui-même, il est venu même à Dakar lors du Festival mondial des arts nègres en 1966. Il a envoyé, il s'appelle Alexander Fon. Il est de l'Université de Mexico. Il a présenté officiellement des statuettes africaines que nos frères africains ont envoyées au Mexique là-bas, en 1311. Lui, il est mexicain. Il y a même le fils de Christophe Colomb qui s'appelle Ferdinand Colomb. Ferdinand Colomb, le fils de Christophe Colomb, écrit à propos des Noirs vus par son père en Honduras. Les gens vivaient plus loin, les gens qui vivaient plus loin, à l'est de Pointe Cavina jusqu'à Carios, Adios, sont majoritairement noirs de couleur. Est-ce que vous comprenez? Et puis, ils avaient une communauté qu'ils appellent Almami. Almami, c'est un peu l'imam. Guide spirituel. Guide spirituel, là. Christophe Colomb lui-même fait un témoignage. Quand il est arrivé le lundi 21 octobre 1492, il écrit lui-même dans ses livres de notes qu'au nord de la côte cubaine, il avait vu une mosquée au sommet d'une jolie montagne. Et les ruines de mosquées, de minarets, inscrits avec des versets coraniques qu'il a découverts à Cuba. Ça, c'est Christophe Colomb lui-même qui le dit. Ensuite, en 498, lors de son troisième voyage aussi, Christophe Colomb accosta à Trinidad. Plus tard, sur le continent sud-américain, il a vu des indigènes porter des foulards colorés de coton. Et ces mêmes foulards colorés de coton, il les avait déjà vus sur le côte gambienne. Ça, ce sont les témoins de Christophe Colomb lui-même. Maintenant, je vais présenter un livre. Ils y étaient avant Christophe Colomb. Ils étaient avant Christophe Colomb, de Ivan Sertima. C'est l'un des livres qui a traité de manière très concrète sur tous les plans. C'est-à-dire que sur le plan archéologique, sur le plan historique, sur le plan culturel, sur le plan linguistique, sur tous les plans, pour démontrer par A plus B la présence des Noirs en Amérique avant Christophe Colomb. Merci beaucoup. Voilà. Merci à Seydina Chérif Ahmed, président de l'ICN. C'est de quoi il parle, l'Institut des civilisations noires. Donc tout ce qui concerne les Africains et leurs prouesses l'intéresse très bien. Demain, on se donne rendez-vous alors pour parler de l'aide au développement. Voilà. Est-ce qu'il y a un réveil? Est-ce que ça fait du bien ou est-ce que ça tue le réflexe d'autonomie? On aura l'occasion en tout cas d'en parler avec ceux qui sont là, plus d'autres invités qui seront avec nous. On vous rappelle que demain, c'est le programme de demain. Donc, demain, Sacrifice des femmes vous sera proposé à 18h30 et le journal sera proposé à 19h en temps universel. Ce soir, vous retiendrez que le Titanic, la première partie, vous sera proposée à partir de 20h sur RTI2. En tout cas, l'offensive est lancée. Et qu'est-ce qu'on vous dira de plus? Restez sur ce canal. Notre signature, vous la connaissez. Dans la vie,
Si la route vous manque, tracez-la vous-même. Lorsque la route vous manque, n'attendez personne, tracez-la vous-même. Émission réalisée par Fatou Koulibaly. À demain. Ne jamais baisser les bras, toujours travailler. Aller droit au but, ne pas écouter les ragots. Aller toujours plus haut, gagner son pari.